directrice de l'école d'écriture Les Mots. Donc, je vous parle depuis notre école aux 4 rue Nantes, la raison pour laquelle je porte un masque aujourd'hui. Nous avons l'honneur chez Les Mots d'accueillir aujourd'hui Cécile Pivot, qui a sorti un livre pour cette rentrée littéraire aux éditions Calman-Lévy qui s'intitule Les Lettres d'Esther. Donc nous avons choisi, pour inaugurer les portes ouvertes des mots, de proposer cet atelier avec Cécile Pivot autour du thème du livre des Lettres d'Esther qui porte sur les ateliers d'écriture épistolaire. Donc je vais laisser la parole à Cécile qui, il se trouve, est en train d'animer justement un atelier d'écriture chez nous. Donc pendant que les participants sont en train d'écrire distraitement dans la salle d'écriture de notre école, nous avons demandé à Cécile de se prêter au jeu des questions-réponses. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole. Merci à vous tous, c'est une excellente journée. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Cécile Pivot. Merci pour cette présentation qui était parfaite. Et je vais donc me présenter. J'ai écrit un premier récit aux éditions Calman-Lévy qui s'appelait Comme d'habitude, puis un premier roman Battement de cœur et un second qui vient de paraître et donc qui s'appelle Les Lettres d'Esther. Les Lettres d'Esther se passent autour d'un atelier d'écriture qui est organisé par une libraire à Lille, donc Esther, et qui décide, pour des raisons que je vous dévoilerai peut-être plus tard en vous lisant un extrait, pourquoi elle organise un atelier d'écriture. Parce que écrire des lettres lui manque. Elle n'écrit plus de lettres et entretenir une correspondance lui manque énormément. Donc, autour de cet atelier d'écriture, elle va réunir 6 personnages. Jean, un homme d'affaires, qui a envie d'écrire, en effet, mais qui passe beaucoup de temps dans les avions, dans les trains, en réunion, et il se dit que participer à un atelier d'écriture à distance, où il ne sera pas obligé d'assurer des rendez-vous, lui convient parfaitement. Il y a aussi Nicolas et Juliette, qui est un couple en crise, qui n'arrive plus à se parler, qui n'arrive plus à communiquer, et qui décide de communiquer par lettres pendant 3 mois. Cet atelier d'écriture dure en effet 3 mois. Il y a aussi Jeanne, qui est une dame qui vit à la campagne et qui est une femme, je dirais, très grande gueule, qui se bat pour la cause animale et contre les lotissements, contre les zones commerciales. Et il y a aussi Samuel, qui est un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui est déscolarisé. Donc tous ces gens-là, ces 6 personnages vont correspondre ensemble et s'écrire pendant 3 mois des lettres à un rythme assez soutenu. Et chacun au départ correspond avec 2 correspondants, excepté Samuel qui lui n'a qu'un correspondant, enfin qu'une correspondance puisque c'est Jeanne. Au cours de ces 3 mois, chacun va beaucoup se dévoiler et va beaucoup avancer. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais ils vont avancer parce que moi j'estime que s'écrire des lettres apporte autre chose que de se parler au téléphone ou de se confier par mail. Voilà, c'est un autre moyen de communiquer. On est face à sa feuille blanche, on a un stylo. C'est pas comme sur ordinateur où on peut copier-coller, où on peut effacer ses mots, revenir dessus. Non, là il faut quand même faire attention un petit peu à ce qu'on écrit. On peut pas à chaque fois raturer 10 fois le même mot. Donc il y a un travail je pense, il y a une réflexion qui n'est pas la même quand on est face à sa feuille blanche. Et puis après, le temps n'est pas le même non plus. Je pense que quand on s'écrit, on laisse du temps au temps. On réfléchit à ce qu'on écrit, et puis on va poster sa lettre, et on va attendre la réponse. Donc on ne maîtrise pas tout dans la lettre, on ne sait pas exactement quand notre destinataire va nous répondre, s'il va nous répondre. Donc je trouve que le temps est différent, et c'est ça aussi qui m'intéressait dans le fait d'écrire un roman qui s'appelle Les Lettres d'Esther. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire autour de la correspondance? Parce que moi, je n'écris plus de lettres. Voilà, je n'écris plus de lettres. Quand j'étais adolescente et même jeune adulte, il y avait encore des gens à qui j'écrivais des lettres. C'est plus le cas. Souvent, je m'arrête dans des papeteries parce que j'aime beaucoup les enveloppes, j'aime beaucoup le papier. Et je trouve qu'il y a des très belles choses au niveau du papier. Et je me dis, ah tiens, je m'achèterais bien ce papier à lettres, il est magnifique. Et puis je me dis, non, à qui je vais écrire? Donc je ne l'achète pas. J'aime aussi beaucoup les crayons, les stylos. J'en ai énormément, mais je n'écris plus tant que ça. Et je serais d'ailleurs incapable aujourd'hui d'écrire
mes livres sur papier. J'écris sur ordinateur. Donc j'ai eu un vrai plaisir à écrire des lettres pour les lettres d'Esther, vraiment. Et je regrette en effet de ne pas recevoir de lettres manuscrites dans ma boîte aux lettres. Et l'atelier que je suis en train d'organiser en ce moment même, mes participants bûchent sur une thématique que je vais vous dévoiler juste après. Mais je leur ai demandé pourquoi ils avaient eu envie de participer à cet atelier d'écriture en ce moment. Et en fait, ils ont eu envie d'y participer pour les mêmes raisons que moi. Ils ne s'écrivent plus de lettres, ça leur manque de plus ouvrir leur boîte aux lettres et de trouver parmi les prospectus et les factures une lettre manuscrite. Ils trouvent en effet que le temps n'est pas le même quand on s'écrit des lettres, qu'on n'emploie pas les mêmes mots, les mots sont différents. Donc si les mots sont différents, nos processus de réflexion sont différents, tout est différent. Et en effet, tout ça leur manque. Et quasiment tous, alors c'est un atelier où il y a un homme et sinon que des femmes, on s'écrivait tous des lettres quand on était adolescent, souvent aussi des lettres d'amour, souvent aussi des lettres qu'on n'a pas envoyées, mais tout ça nous manque. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre et pourquoi ça me fait extrêmement plaisir d'animer un atelier d'écriture, puisque je me retrouve vraiment dans les témoignages de mes participants. Et je leur ai donné comme thématique celle-ci, de s'écrire une lettre à soi-même. Écrivez-vous une lettre à vous-même. Alors j'ai bien vu que ça les a un petit peu décontenancés au départ, mais je me suis dit que c'était une bonne thématique pour se confier assez rapidement, puisque cet atelier d'écriture-là que j'organise ne va être l'objet que d'une seule séance. Donc j'ai envie de dire que quelque part il faut aller vite, il faut pouvoir se confier assez rapidement. Et j'ai tendance à penser que de s'écrire à soi-même, on va se confier plus rapidement que si je leur avais demandé d'écrire à quelqu'un qu'ils ont perdu de vue ou un ami très cher. Voilà, bon, j'espère que je verrai plus tard tout ce qu'ils vont avoir de beau à se dire à soi-même. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les conseils que je donnerais pour écrire des lettres, écoutez, moi je dirais qu'il faut laisser libre cours à son imagination, bien évidemment éteindre le portable qu'on a à côté de soi pour arriver à se concentrer, sinon je pense que c'est plus compliqué. Il faut aussi lire des correspondances. Si on aime ça, moi j'aime plutôt bien lire des correspondances. J'en ai lu pas mal quand j'écrivais mon livre, notamment celle de la correspondance de François Truffaut, la correspondance de Dolto, les lettres d'Apollinaire, les poèmes Zalou. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces correspondances. Je ne vais pas dire que ça m'a aidé à écrire les lettres d'Esther, mais oui, ça m'a permis de voir à quel point, en tout cas avec les lettres, on rentre vite dans l'intimité. Donc je conseillerais aux gens qui ont envie de se mettre en effet à écrire des lettres, de lire des correspondances, et encore une fois d'éteindre le portable qu'on a à côté de soi et évidemment l'ordinateur, et de faire preuve d'imagination, de ne pas hésiter à se confier. Voilà, je pense que ça c'est très important quand on écrit des lettres. Dans mon livre, en fait, pour tous mes personnages, cet atelier d'écriture va très vite devenir en fait, en quelque sorte, un atelier de psychothérapie. Voilà, ça devient plus un atelier de psychothérapie qu'un atelier d'écriture. Et c'est ça évidemment qui m'intéressait, c'est que très vite, ils se confient tous très aisément. Et quel conseil voudriez-vous donner à un apprenti écrivain qui voudrait écrire un livre d'écriture épistolaire ou un roman? Quel conseil je donnerais? Écoutez, moi j'ai pas vraiment de conseil à donner. Moi, on m'avait donné un conseil au départ, un seul. On m'avait dit il faut écrire tous les jours. Il faut écrire tous les jours. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris un livre, j'écris tous les jours. Voilà, du lundi au dimanche. Alors ça peut être 10 minutes,
Ça peut être 2 heures, 3 heures, ça dépend de mon humeur, de mon état, de mon inspiration. Mais en tout cas, je m'assieds à mon bureau tous les jours. Voilà, même si je travaille à côté, moi j'ai pas mal de travail à côté, donc, mais il n'empêche qu'à partir du moment... Et je pense que ça nous aide beaucoup, ça aide beaucoup l'apprenti écrivain, comment essayer s'habiter par ses personnages, par son livre. Le fait de vraiment s'y mettre tous les jours. Même si on a du travail à côté. Ça peut être tard le soir, ça peut être... Et je pense aussi que il faut... comment dire... je ne sais pas comment dire ça, mais moi je vois bien que c'est un livre, Les Lettres d'Esther, alors je veux dire... que j'ai eu beaucoup de facilité à écrire. Voilà. Je l'ai écrit très facilement. Quand je dis très facilement, c'est que mes personnages, j'ai vraiment vécu avec eux pendant 1 an, mais ils ont grandi avec moi. Voilà. Je les ai laissés grandir à côté de moi. Et contrairement à mes premiers livres, où quand je ne trouvais pas ce que j'avais envie d'écrire, je n'avais pas l'inspiration, je paniquais vite, et je me disais, bon, alors qu'est-ce que j'écris? Je m'acharnais, je ne m'acharne plus. C'est-à-dire que je me dis, ok, là je ne trouve pas, ce que j'ai écrit là, c'est pas bon, ça ne va pas. Je me laissais du temps. Voilà. Je me disais, pense à autre chose, fais autre chose, va au cinéma, lis, mais laisse-les mûrir tes personnages. Voilà, laisse-les mûrir. Et ça a très bien marché pour moi. Voilà. Après, il y a des écrivains, vous savez, tout le monde le sait, qui écrivent de 6h du matin à 13h, ou qui n'écrivent que la nuit, ou qui peuvent écrire à un endroit, seulement un endroit, ou qui écrivent avec de la musique, sans musique. Il y a de tout. Moi, j'ai pas de règles. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'écris le matin, j'écris bien le matin et j'écris bien le soir. J'écris pas bien l'après-midi. J'écris pas bien l'après-midi, j'écris bien avec plutôt de la musique classique ou sans musique. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait de paroles. Après, j'ai changé aussi ma manière d'écrire. Quand j'ai écrit Les Lettres d'Esther, j'ai arrêté de fumer, juste avant. Alors, c'est peut-être stupide ce que je vais vous dire, mais pour moi, avant, l'un de mes grands plaisirs, c'était d'écrire tard le soir en fumant. J'ai plus ce plaisir-là. Je l'ai plus. Et pour moi, c'est très difficile encore, très très difficile. Donc en fait, je me suis aperçue que j'arrivais plus à écrire très tard le soir. J'arrive plus parce que j'ai plus ma cigarette. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai changé quand même ma façon d'écrire. J'écris plus le matin et moins tard le soir. Voilà. Chacun, il n'y a pas de... Il faut trouver. En fait, c'est ça je pense que quand on veut écrire un livre, c'est ça le plus important, c'est trouver son rythme, se connaître en fait. C'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses facilités, ses difficultés, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis aperçue que je ne me connaissais pas si bien que ça. Je veux dire, dans mes rythmes d'écriture, dans mes rythmes de travail, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, je ne me connaissais pas si bien que ça. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, en fait. C'est vraiment... apprendre à se connaître. Et puis se laisser une vraie liberté. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'acharner. Comme je vous le disais, moi, Les Lettres d'Esther, je ne m'imaginais pas ça du tout au début. Je ne m'imaginais pas que je trouverais mes personnages si facilement, qu'ils grandiraient avec moi aussi facilement. Je vous le dis encore une fois, avec des moments de doute, d'énervement, mais pas tant que ça. Ce qui a été très difficile pour moi par rapport aux Lettres d'Esther, c'est la construction du livre. C'est-à-dire, comment faire en sorte que le lecteur ne soit pas perdu parmi toutes ces lettres. Donc ça a vraiment été un plan avec des dates, une chronologie qui devait être très fluide. Comment ce livre devait être très fluide puisqu'il comporte énormément de lettres. Il ne comporte pas que des lettres, il y a des vraies respirations entre les lettres, entre les correspondants. Mais c'est ça qui a été difficile pour moi, c'est d'élaborer un plan chronologique qui soit fluide. Voilà, ce que je ne pouvais pas m'imaginer au départ. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se laisser une vraie liberté quand on écrit. Est-ce qu'il y a un roman épistolaire qui vous a particulièrement inspiré? Dans la construction, par exemple, vous parlez de structure, vous a donné des pistes, des idées,
Vous parliez de la correspondance de Truffaut, Dolto un peu plus tôt, mais finalement, là, vous êtes dans le roman épistolaire. Donc, est-ce qu'il y a des romans épistolaires qui vous ont plus inspiré que d'autres? Non, je suis désolée, mais non, pas du tout. Pas du tout. On m'a parlé hier d'un livre, je suis désolée, je ne l'ai même pas lu, qui a été, je crois, un best-seller, Les éplucheurs de patates. Ah oui, plusieurs fois. le cercle littéraire. Voilà, je ne l'ai pas lu non plus. J'ai fait un livre, L'objet d'un film d'ailleurs, je crois. Non, pas du tout. J'ai envie de vous dire qu'il y a une phrase qui m'a inspirée, que je cite d'ailleurs à la fin de mon livre, qui est une phrase que j'ai reprise, qui était dans les entretiens de François Truffaut avec François Sureau, je crois que c'est son prénom, mais je ne suis pas sûre, qui sont des entretiens entre ces deux hommes extrêmement brillants, qui est un livre qui s'appelle Garçon, de quoi écrire. Et il y a cette phrase, contre quoi vous défendez-vous? Et j'ai eu l'idée de reprendre cette phrase que j'aime beaucoup, qui est une phrase que Esther pose à ses participants au début, dans leurs premiers entretiens par mail ou par téléphone. Et elle leur demande, la seule réunion où les participants à cet atelier vont participer, elle leur demande de dire à voix haute, chacun doit dire contre quoi vous défendez-vous. Et j'aimais beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'elle laisse une entière liberté, c'est-à-dire qu'on peut répondre de manière très, très vague ce qu'on veut, ou on peut se livrer. Et mes participants se livrent, voilà. Samuel, par exemple, le jeune, dit « je me défends contre la colère ». Juliette répond « je me défends contre l'engloutissement ». Donc chacun a une réponse comme ça, qui est très personnelle et à la fois très mystérieuse, parce que ces quelques mots, on n'en sait pas plus. Voilà, ça j'ai repris ça. Mais sinon, non, je vous dirais que non, j'ai pas eu de livre épistolaire vraiment qui m'a inspiré. Je vous dis, c'était plus une ambiance. Voilà, je me suis plongée dans la correspondance, mais de manière générale. Voilà, mais pas un livre précis, non. Et est-ce que dans votre vie d'écrivaine, vous avez reçu des lettres ou des courriers qui vous ont marqué? Oui. Alors, j'ai reçu j'ai reçu des lettres. Quand j'ai écrit, j'ai plus reçu de lettres pour mon récit, comme d'habitude, que pour Battement de cœur. Et ces lettres m'ont énormément touchée parce que, comme d'habitude, donc, mon récit et mon histoire, mon histoire, donc c'est absolument pas romancé, avec mon fils autiste. Voilà, donc c'est une histoire sur le handicap, sur le parcours du combattant que j'ai vécu avec Antoine autiste, et sur la maternité, donc ça abordait tous ces thèmes-là. Et j'ai reçu beaucoup de lettres, de témoignages, absolument, vous faites bien de m'y faire penser, parce que de témoignages de beaucoup de femmes, beaucoup de mères, sur elles aussi le parcours difficile qu'elles avaient vécu avec leur enfant handicapé. Et évidemment, ce sont des lettres qui m'ont beaucoup touchée parce qu'elles me disaient qu'elles s'étaient retrouvées dans mon récit et elles me racontaient elles aussi leur histoire avec leur enfant. Donc oui, j'ai reçu beaucoup de lettres pour comme d'habitude. Donc ça m'a fait énormément plaisir, absolument. Oui, de recevoir des lettres, bien sûr, ça fait toujours plaisir, je trouve. J'en ai moins reçu pour Battement de cœur, mais j'en ai quand même reçu quelques-unes sur des histoires d'amour incroyables, des séparations aussi. Absolument. Oui, ça fait plaisir. Moi, je trouve que c'est très important de recevoir. Justement, je pense qu'on devrait rappeler aux gens qu'on peut écrire aux éditeurs, chez Calman Lévy. Oui. C'est important d'écrire aux auteurs, on oublie en fait comment... Oui. Alors, je sais que par exemple, Amélie Nothomb entretient une vraie correspondance avec tous ces fans, entre guillemets, mais qu'elle reçoit énormément de lettres et qu'elle répond à toutes les lettres. Voilà, ce que je trouve admirable. Mais elle répond à toutes les lettres qu'elle reçoit de ses lecteurs et lectrices. Peut-être qu'un jour, il y aura une correspondance avec toutes ces lettres. Ce sera peut-être plein de... C'est une bonne idée. Ouais. Est-ce que vous voulez lire une autre question, peut-être ou alors on peut peut-être une lecture. Une lecture. Oui. Ouais. D'accord. Je vais vous lire un passage qui est une lettre de Esther. Donc Esther, donc je disais ma libraire à Lille qui organise l'atelier, qui écrit à Jean. Et Jean est l'un des participants évidemment à l'atelier. Jean, c'est l'homme d'affaires. Donc Lille, le 9 mars 2009. Bonjour Jean.
Comme je vous l'ai déjà écrit, mon père et moi habitions à Lille. 20 minutes séparaient nos domiciles. Pourtant, nous avions l'habitude de nous écrire. De vraies lettres, me demande-t-on habituellement, quand je parle de ce lien singulier qui nous unissait. Oui, de vraies lettres. Écrites sur du papier avec un stylo, mises sous enveloppe avec un timbre et laissées au bon soin de la poste. Comme celle que nous nous écrivons actuellement. Notre correspondance a débuté quelques mois après mon départ de l'appartement familial. J'avais 20 ans. J'hésitais à le laisser seul, il m'a gentiment fichu dehors. Je devais trouver un job d'étudiante, il m'aiderait à payer le loyer, mais il fallait, estimait-il, que je prenne mon indépendance. Je n'ai pas osé lui demander tout de suite comment il avait vécu cette première soirée sans moi. J'avais peur qu'il se moque, qu'il me réponde « Ça s'est très bien passé, pourquoi me poses-tu cette question? Tu n'habites pas si loin, il ne faut pas exagérer. » Bien plus tard, dans l'une de mes lettres, j'ai sauté le pas. Sa réponse tenait en 3 mots. Elle fut épouvantable. Notre correspondance n'ôtait rien au plaisir que nous avions à converser de vive voix. Ces lettres me manquent. Une fois par semaine, nous nous donnions rendez-vous le matin tôt au café. Je m'asseyais à côté de lui. Nous aimions observer les gens et faire des commentaires sur leurs vêtements, leur physique, leur bizarrerie. Les familles recomposées et la trop rare de si bonheur dans les bistrots lillois faisaient notre bonheur. Nous nous amusions à deviner les liens qui les unissaient. Nous jubilions lorsque l'occasion nous était donnée d'assister à une scène de ménage. Pour suivre le fil des altercations, nous continuions à parler de notre côté, sans prêter un regard au couple blessé. Notre technique était infaillible. Au moment de nous séparer, nous faisions une brève allusion à notre correspondance. Je t'ai écrit, tu vas recevoir ma lettre. Ah, au fait, je t'ai répondu. Dès nos premiers échanges épistolaires, nous avions fait la part des choses. La parole d'un côté, l'écrit de l'autre. La première ne devait pas entacher le second, voire le compromettre. Pia, ma fille, trouvait que mon père et moi étions chelous, que discuter par Skype ou au téléphone était plus simple. Je lui ai vanté à de multiples reprises les avantages de cette relation particulière, sans succès. Nos courriers faisaient quelques lignes ou noircissaient plusieurs pages. Nous correspondions à un rythme plus ou moins soutenu. J'étais paresseuse quand lui était plein d'allants, ou le contraire. Nous parlions de mon enfance, de la sienne, de l'île et sa région auquel j'étais aussi attachée que lui, de son admiration pour son grand-père mineur, de la beauté de ma mère, un sujet récurrent, de leur rencontre, autre sujet récurrent, du manque qui le rongeait depuis sa mort quand j'avais 3 ans, qui ne passait pas et contre lequel, m'avait-il écrit, il avait cessé de lutter. D'autres sujets encore, ses livres, ses lectures, ses fiancés, ma fille, la vieillesse, ses amis, les miens, la maternité, la paternité. On pourrait penser dès lors que nos conversations matinales étaient laborieuses et pauvres. Ce n'était pas le cas. Nous y étions plus légers et plus drôles. Les premières années, toutes ces lettres se terminaient par un post-scriptum dans lequel il me reprenait. Très drôle ta façon de raconter ta conversation avec la maîtresse de Pia. Mais tu te perds dans les détails, c'est dommage. Pourquoi emploies-tu autant le mot toujours? J'en ai compté 3. Arrête avec tous ces points d'exclamation. Relis ta précédente lettre à voix haute. Tu verras qu'il y a un problème de ponctuation. On se demande quand on est autorisé à respirer. Avec le temps, ces PS sont devenus moins fréquents, puis ils ont disparu tout à fait. Ce n'était pas, hélas, parce que mon écriture était devenue irréprochable. Il a fini, je suppose, par se fatiguer de me corriger, ou estimer que j'avais passé l'âge. J'ai regretté longtemps ces utiles commentaires. C'est en souvenir de notre correspondance que 2 ans après sa mort, j'ai eu envie d'ouvrir un atelier d'écriture épistolaire. Il me manquait, lui et ses mots. Je continuais bêtement, 1 an après sa disparition, à ouvrir mon courrier dans l'espoir d'y trouver une lettre de lui. Je lui en voulais de n'avoir pas fait comme Romain Gary, qui, dans La promesse de l'aube, prétendait avoir reçu au front, pendant la Seconde Guerre mondiale, près de 250 lettres de sa mère. De retour chez lui, en 1944, il apprenait qu'elle était décédée 3 ans et demi plus tôt, quelques mois après son départ. Fiction et réalité, jeu de miroir, fausse piste, dédoublement, peu importe, l'histoire est belle et romanesque. Mon père et moi avions plaisir à l'invoquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Cécile. Merci. On va laisser l'atelier reprendre.
Ça va? C'était Et parfait. merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on vous souhaite à tous une excellente journée.